Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Yannick Noder, qui est ministre de la Santé et cardiologue de profession. Je voudrais quand même le rappeler, hein, c'est bien vrai? Oui, c'est toujours vrai. Ouais, c'est toujours vrai. Oui, parce que c'est important, non mais pas ce qu'on dit toujours, on nomme ministre des hommes ou des femmes qui ne connaissent rien au sujet. Bah là, vous connaissez le sujet puisque vous êtes cardiologue. Yannick Noder, on va faire un tout petit peu de politique et puis on va parler santé essentiellement dans notre rendez-vous. Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel, grâce à Marine Le Pen? Une voix près? Est-ce que c'est grâce à Marine Le Pen? Marine Le Pen a demandé aux députés RN de s'abstenir. Qu'en pensez-vous? J'en pense que je suis vraiment venu pour parler de santé. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais d'accord. Mais et j'en pense que il y a des séparations de pouvoir entre l'exécutif, le législatif, et avec le Conseil constitutionnel, les assemblées Sénat et Assemblée nationale ont voté. Moi, j'ai pas à commenter. Oui, vous n'avez pas à commenter. Non, j'ai pas. Ça vous gêne pas la nomination de Richard Ferrand? Je n'ai pas à commenter. Moi, je suis ministre de la Santé. Quand on s'exprime, c'est pas à titre personnel, c'est au titre de la fonction qu'on occupe. Voilà. Bon, alors, là, vous allez être concerné quand même, puisque c'est votre région. Et votre ami Laurent Wauquiez est en difficulté face à Bruno Retailleau. Je regardais le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, paru ce matin. Que dit-il? Auprès des sympathisants des Républicains, Retailleau 52%, Wauquiez 27%. Auprès des Français de droite, Retailleau 43%, Wauquiez 10%. Et puis, l'ensemble des Français, Retailleau 30%, Wauquiez 9%. C'est clair. Moi, je crois que... Vous choisissez qui, vous? Mais moi, il n'y a pas à choisir. J'ai la chance d'avoir dans ma famille politique plusieurs talents. Après, clairement, je ne vais pas esquisser la question. Je suis en politique, j'ai été le vice-président pendant 7 ans de Laurent Wauquiez, donc je suis fidèle à Laurent Wauquiez. Donc vous soutenez Laurent Wauquiez? Je soutiens Laurent Wauquiez clairement, et je m'en suis très clairement ouvert à Bruno Retailleau, puisque je suis loyal avec le ministre de l'Intérieur. Nous sommes dans le même gouvernement, nous travaillons ensemble, notamment sur des sujets comme le narcotrafic, lui sur le versant répression et moi prochainement sur le versant prévention. Donc il y a plusieurs talents. Moi, je suis avec Laurent Wauquiez par fidélité depuis plusieurs années, mais je suis loyal au ministre de l'Intérieur et c'est une période à passer, mais on doit rester concentré sur les missions. Je suis avant tout le ministre de la Santé des Français. Alors, ministre de la Santé, parlons de la sécurité, justement, dans les hôpitaux. Yannick Noder, j'ai vu nouvelle agression de personnel soignant à Chalon-sur-Saône, mardi, une trentaine de personnes qui agressent 3 personnels soignants suite au décès d'un proche de ces personnes. Tolérance zéro, dites-vous, mais comment est-ce qu'il faut installer? Il y en a déjà des agents de sécurité dans tous les hôpitaux? Alors, tout d'abord, c'est dramatique quand il y a des victimes et des patients qui décèdent, et les pensées vont aux familles. Après, tout acte médical qui se passerait bien ou pas bien, ou qui nécessiterait discussion, ne peut pas légitimer des actes de violence. Donc, naturellement, qu'il y a cette sécurité de proximité que vous évoquez. Je vois pas un seul directeur d'hôpital ou de clinique, d'ailleurs, puisque ces agressions ont lieu aussi bien dans le public que dans le privé. Et aussi, n'oublions pas les libéraux qui sont aussi victimes d'agressions. J'ai vu le témoignage du docteur Oulmaki. Vous avez vu ça? Alors, donc, exactement. Donc, il faut protéger nos soignants dans les structures d'hospitalisation. Les libéraux avec les maires. Les maires sont fortement impliqués dans la sécurité du quotidien avec les vidéoprotections, accompagnés parfois lors de visites à domicile ou autres. Par contre, ce qu'il faut, c'est aller plus loin dans l'outil. Et là, c'est notre rôle avec le garde des Sceaux, avec le ministre de l'Intérieur, c'est de pouvoir renforcer l'arsenal législatif pour obliger que toutes ces agressions soient déclarées, permettre l'anonymat du soignant qui se fait agresser, et qui va déposer plainte, pour qu'il n'y ait pas de représailles sur lui-même ou sa famille. Et puis surtout, il faut peut-être renforcer l'arsenal avec un délit pénal beaucoup plus important et rediscuter peut-être des peines planchées qui font partie des sujets sur lesquels on doit illustrer cette tolérance zéro. Donc une proposition de loi du groupe Horizon avait été votée en mars. Nous avons des discussions avec le Sénat pour pouvoir l'inscrire au plus vite et pour pouvoir effectivement renforcer la protection des soignants. Mais je réaffirme bien,
au nom du gouvernement, la tolérance zéro vis-à-vis des agressions en général et particulièrement des soignants. C'est insupportable quand vous portez assistance ou quand vous soignez les gens de se faire agresser. C'est le même combat aussi. On pourrait mettre des pompiers, des policiers, des gendarmes. Ce n'est pas acceptable. Yannick Noder, 20 000 médecins diplômés hors Union européenne exercent en France. 20 000, c'est énorme. Ils sont souvent sous-payés. Ces médecins étrangers? Alors il y a des statuts qui sont parfois effectivement moins attractifs que d'autres. Je crois que surtout il faut arrêter d'opposer les différentes filières. Je crois que un danger pour les patients. Il représente un danger pour les patients, dit Marion Maréchal. Vous avez vu ça? Pardon, mais je ne viens pas ici commenter les propos de Marion Maréchal Le Pen. Moi, ce que je crois, c'est que nous avons besoin de plus de médecins. Donc, il faut former plus, il faut former mieux. Et entendez bien les deux mots. Former plus, former mieux. Donc, tous les médecins que nous pourrons former, eh bien, vont apporter du soin. Donc, il y a notre formation initiale, déjà, où il faut supprimer le numérus, vous le savez, qui est trop restrictif. Après, il faut rapatrier nos étudiants français qui sont partis en Roumanie, en Espagne, en Belgique. Il faut les faire revenir pour qu'ils finissent leur cursus. Après, nos médecins qui ont fait leur diplôme hors Union européenne, je crois qu'il faut surtout faciliter, simplifier, améliorer l'évaluation de leurs connaissances et de leurs compétences. En fait, accélérer leur naturalisation aussi. La problématique, ce n'est pas un sujet d'immigration, c'est un sujet de compétences en santé. Je crois que quand vous êtes malade, vous voulez être soigné par un médecin compétent et qui est reconnu. Donc moi, ce que je propose, c'est que dans nos services, je suis hospitalier, j'étais hospitalier. Ils sont incompétents, ceux qui exercent naturellement dans nos services. Mais bien sûr que non. On met pas. C'est-à-dire qu'il faut évaluer les compétences. Et nous évaluons les compétences de nos étudiants. Nous évaluons nos externes, nos internes. Donc, les PADU doivent être traités, entre guillemets, comme les autres. Vous avez des PADU dans vos services. Je redis que bon nombre d'hôpitaux ne fonctionneraient pas sans les médecins qui sont diplômés hors Union européenne. Donc, il ne faut pas les stigmatiser ni valider leurs connaissances en masse. Il faut faire les choses correctement. On évalue leurs connaissances, leurs compétences. Ils ont ce niveau de compétences requises pour exercer la médecine en France, ils sont validés, ils ne l'ont pas, ils ont une formation supplémentaire et on réévalue. Mais par contre, je veux qu'on simplifie cet épisode de réévaluation qui doit se faire dans les services hospitaliers, encadré par les médecins qui sont déjà présents, parce que c'est bien plus facile d'évaluer la compétence de quelqu'un sur un service que lors d'un examen ou d'une commission nationale. Donc je veux simplifier les choses et ça sera fait très prochainement. Bien, Yannick Noder, le tabac, nouvelle campagne de lutte contre le tabagisme depuis mardi. Le prix des cigarettes a un peu baissé en Outre-mer. En métropole, augmentation de 20 à 50 centimes le paquet depuis début février. Il y aura une nouvelle augmentation en 2025 ou pas? Alors il y a une trajectoire qui avait été définie. On reste sur cette trajectoire-là. Il faut trouver le bon équilibre entre, naturellement, rappeler par les campagnes de prévention, et c'est ce que j'ai fait avec mon ministère lundi, de relancer les méfaits du tabac. On a tendance à oublier ces 75 000 morts par an, c'est le cancer du poumon, c'est les atteintes cardiovasculaires. Donc il faut vraiment réexpliquer que d'ailleurs quand on peut s'arrêter de fumer, c'est parfois au prix de plusieurs tentatives, et c'est l'objet de cette campagne. Donc il faut trouver le juste équilibre entre le prix il y aura augmentation, d'autres augmentations en 2025. Il y a une courbe qui est prévue. Voilà. Et en 2026, accélération de l'augmentation. On suit la courbe. On suit la courbe. Bon, est-ce que sur les terrasses des bars, des cafés, des brasseries, des restaurants, il sera interdit de fumer? Ça fait partie des discussions. Vous y êtes favorable ou pas? Je dis qu'il faut mettre des mesures qui soient aussi compatibles, acceptables avec tout le monde. On peut réfléchir que dans l'espace public, en dehors, il y ait des espaces réservés aux fumeurs. Vous parlez des terrasses de café, on pourrait évoquer des sujets compliqués comme les plages. Je suis très précis. Je vous dis pourquoi. Parce que beaucoup voient sur les terrasses des lycéens, ou même parfois des collégiens, fumer sur les terrasses des cafés. Est-ce que vous prévoyez d'interdire de fumer sur ces terrasses ? Alors, est-ce que vous êtes favorable ou pas, vous, à titre personnel? À titre personnel,
il faut discuter, il faut voir, parce que il y a un moment aussi, le moment de boire un café avec une cigarette fait partie aussi de la vie en général et des moyens, Donc des vous moments êtes de répit. contre l'interdiction? Non, vous me faites pas dire je suis pour, je suis contre, c'est plus binaire, c'est pas aussi binaire que ça. Si. Je pense qu'il y a des périmètres autour des établissements scolaires, par exemple, je vous prends un exemple, je pense que dans des périmètres autour des établissements scolaires, sur des lieux publics, des jardins publics, des choses comme ça, c'est peut-être en quelque chose à réfléchir. Ça va être fait? C'est quelque chose à réfléchir. C'est essentiellement les élus locaux qui eux-mêmes prennent des arrêtés pour pouvoir gérer ça. Moi, j'ai été maire Oui, mais localement. Yannick Noder, Oui, mais Yannick Noder, vous ne me répondez pas là sur les terrasses. parce que sur les terrasses. Quel est le niveau d'acceptabilité? Vous savez, on a beaucoup de Français qui ont beaucoup de difficultés économiques, de travail, de pouvoir d'achat. Donc vous dites non? Non, je dis pas non. Je dis qu'il faut aussi arrêter. Excusez-moi l'expression. Non, arrêtons un peu aussi d'emmerder les Français. Je pense que mon rôle, c'est d'expliquer. Donc vous êtes contre? Non, mon rôle, c'est d'expliquer que le tabac à grosse dose, tout ça. Si maintenant une personne fume une cigarette, que c'est son moment de quiétude, il faut trouver la bonne mesure. On va pouvoir Donc je préfère expliquer les méfaits du tabac, prévoir des campagnes de dépistage sur le cancer, des choses comme ça. Mais Yannick et que Noder, les gens prennent leur solution. Il n'y a pas honte, aucune honte à dire que finalement emmerder les Français sur une terrasse de café, c'est pas bien, quoi. Il n'y a pas honte à le dire. Par contre, on peut coupler ça avec un message en disant attention, chaque cigarette est une cigarette de trop. Afficher un message sur la terrasse du café aussi. Il y a différentes façons de le faire. Oui. Bon, dites-moi, la vente illégale des cigarettes augmente, évidemment. Les produits de vapotage, certains disent qu'ils sont nocifs, mais ils ne sont pas taxés. Pourquoi? Alors, attention, les puffs sont interdites. Hein, enfin, on en trouve toujours, hein. Sur Internet, c'est pas compliqué. On l'a interdit il y a 3 semaines, donc il faut que tout ça se mette en place. Pour notamment vis-à-vis des jeunes, les puffs sont aussi très commerciales, avec des goûts qui sont particulièrement adaptés à notre jeunesse, et on sait que finalement, c'est du conditionnement. Le geste conduit, en fait, souvent les fumeurs de demain. Mais quand les puffs seront-elles interdites? Eh ben là, elles sont interdites. Elles sont interdites, oui, mais effectivement. Ah bah, il faut mettre en place tout ça. On va pas mettre un gendarme, vous le savez très bien, devant chaque bureau de tabac. Donc là aussi, mais d'une façon générale, le message est d'interdire. Et puis il y a un autre sujet que vous pourriez évoquer, c'est les pushs, toutes ces boules de nicotine qu'on veut faire mettre dans la bouche de nos enfants. Moi, je suis ministre de la Santé, mais je suis avant tout médecin et père de famille. Donc il faut qu'on interdise tout ça. Alors après, il y a des réglementations européenne. Donc nous sommes en train de travailler ce sujet et de faire des propositions au niveau de l'Europe. Il ne s'agit pas non plus de faire du populisme, de faire des choses qui sont interdites et qui demain ne seront pas autorisées. On ne pourra pas prendre ces mesures parce que ça ne correspond pas effectivement à la position européenne. Donc il faut travailler les dossiers sérieusement. Donc la cigarette, les puffs, les pushs, tout ça c'est nocif pour la santé et je suis en train de m'en occuper. Ça fait 54 jours que je suis au ministère. Bon, Yannick Noder, le cannabis, pas de légalisation, même encadrée. Ah non. Alors là, c'est très clair, ma position est très claire. Le cannabis, c'est presque 5 millions de Français qui ont un usage, je dirais pas quotidien, mais qui consomment du cannabis au moins une fois par an. Donc il est hors de question de légaliser le cannabis. Même à des fins personnelles. Mais, alors attendez, à des fins personnelles, bien entendu. Donc je croyais que vous alliez me parler du cannabis thérapeutique. Je vais vous en parler. Sujet. Mais le cannabis, pourquoi je suis absolument contre? Parce que déjà, ça trouble les messages. On est contre les drogues d'une façon générale. Le ministre de l'Intérieur mène une campagne sur le narcotrafic. Nous mènerons une campagne dans le cadre notamment aussi de la santé mentale sur l'addictologie aux drogues. On sait très bien que l'utilisation de cannabis en fait a complètement changé des époques 68 et autres, et que c'est un passage maintenant pour des drogues beaucoup plus dures avec de la cocaïne, de l'héroïne. Les impacts sur la santé, notamment des plus jeunes, cardiovasculaires, on voit des infarctus avec des drogues, on voit des impacts neurologiques, des démences, des troubles psychosociaux majeurs accentués. Donc il est hors de question de favoriser. D'ailleurs, tous les pays qui l'ont fait se mordent les doigts, puisque notamment le Canada, les États-Unis ont vu l'augmentation de la consommation et ont vu les impacts sur la santé particulièrement se majorer. Alors, le cannabis thérapeutique, expérimentation terminée, va-t-il être légalisé ?
Alors, déjà, j'aime pas le terme légaliser. Vous ne diriez pas ça d'un bêta-bloquant ou d'un antibiotique. On ne légalise pas les antibiotiques. Non, on légalise pas. On parle d'un médicament. Donc, il y a des douleurs, je l'ai déjà dit, il y a des douleurs rebelles, les algies de la face, les contractures, souvent des séquelles post-accidents vasculaires cérébraux, les algies vasculaires de la face, qui ne sont sensibles que à ces molécules-là, et qui sont souvent d'ailleurs des huiles actuellement. Donc, il faut laisser en France se développer une filière thérapeutique. On parle de médicaments qui sera évalué par la haute autorité de santé. Les patients qui étaient dans ces études n'avaient aucune raison de voir leur traitement s'arrêter au 31 décembre. Donc le 31 décembre, j'ai réaffirmé, je m'en rappelle bien puisque j'étais en train de rentrer de Mayotte avec le Premier ministre quand j'ai pris cette décision pour qu'aucun patient, on parle bien de patient, né d'interruption de son traitement. Donc tous les patients qui sont sous cette filière thérapeutique de cannabis vont avoir leur traitement. Et la haute autorité de santé va évaluer s'il y a intérêt à agir et si on voit que cette voie apporte des effets positifs à la santé et surtout la prise en charge de douleur par rapport à d'autres thérapeutiques. Donc si c'est une filière, il ne s'agit pas de légaliser. Vraiment, je reprends ce terme-là. C'est d'autoriser une nouvelle filière de médicaments. Un certain nombre d'ailleurs de laboratoires Elle sera autorisée, Ça dépendra de l'évaluation de la haute autorité de santé. Mais vous êtes plutôt favorable. Si c'est une substance qui améliore la douleur des patients, à l'heure où on parle de soins palliatifs, contre la douleur, moi je pense que dans notamment le développement des soins palliatifs, et moi je suis très favorable qu'il y ait 2 textes sur la fin de vie. Voilà, puisque les soins palliatifs sont un sujet important. Il y aura 2 textes. Le Premier ministre a été très clair sur cette position. Et je crois que c'est prévu autour du mois de mai. Au mois de mai. Oui. 2 textes, donc l'un sur les soins palliatifs et l'autre sur l'aide à mourir. Oui. Bon, ok, très bien, au moins comme ça, c'est clair. C'est clair. La cocaïne, dites-moi, ça déferle. Combien ça coûte aujourd'hui 1 gramme de cocaïne? Alors, pardon, je ne peux pas vous répondre à cette question. Je ne fais pas encore les points de deal. C'est vrai que ça coûte rien. En tout cas, rien. Le cannabis... Ça coûte 50 grammes, 50 euros. Le cannabis est une des voies d'aller vers la consommation de cocaïne. C'est bien pour ça qu'il faut l'interdire. Bon, je vais vous parler des numéros d'urgence, parce que ça me tient à cœur. En France, nous avons le 15, le 17, le 18, 112, beaucoup de numéros d'urgence. Bien souvent en Europe, dans de nombreux pays, il n'y a qu'un seul numéro d'urgence. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas dans notre pays? Je sais qu'il y a une expérimentation qui est conduite dans le département de l'Ain. C'est vrai, hein, Yannick Noder? Est-ce qu'un jour, nous aurons un seul numéro d'appel d'urgence? Là encore, je suis pas contre, je suis pas pour. Il faut voir quel est l'intérêt. Je crois qu'il y a quand même des passerelles. Ne caricaturons pas. Il y a des passerelles entre, notamment. Alors le 17, c'est complètement autre chose. Hein, c'est sur la force de gendarmerie ou de police. Voilà. Mais sur le 15 ou le 18, c'est ça dont vous voulez parler. Pourquoi ne pas avoir le 112? Mais simplement. Mais discutons de comment tout ça derrière, c'est pas... moi, ce que je ne veux pas rentrer, c'est dans l'opposition entre la prise en charge du SAMU ou la prise en charge pompier. On a la chance d'avoir une organisation territoriale qui est bien différente de certaines régions à l'autre, de certains départements à l'autre. Donc, je crois que tout ça, n'en faisons pas un problème, c'est relativement bien. Vous êtes favorable à un numéro unique ou pas? Il faut regarder les avantages et les inconvénients. Je n'ai pas de position a priori ou a posteriori. Qu'est-ce qu'on gagne? Parce que qu'est-ce qu'on gagne? Voilà, moi, si on me montre qu'il y a des effets sur diminuer le délai de prise en charge, qu'on est au plus proche et tout ça, pourquoi pas? Si ça permet d'améliorer la santé des Français, oui. Après, changer quelque chose pour dire de le changer, s'il n'y a pas d'impact positif sur la prise en charge des patients dans les territoires, moi, je veux bien tout changer, mais je crois que j'ai aussi d'autres sujets à traiter plus urgemment. Alors, tramadol et codéine sur ordonnance sécurisée. On est d'accord? Moi, je crois qu'il faut faire attention. Le 1er mars, c'est ça? Je crois que on a un PLFSS, ça ne vous a pas échappé, un budget social, que depuis lundi. Et ça fait pas 48 heures que le projet de loi a enfin été voté, que on me pose plein de sujets. On me posait au Sénat la question des maladies rares et notamment de l'amyotrophie spinale. C'est tous des sujets sur lesquels on a 3 propositions nouvelles de dépistage de maladies néonatales, dont l'amyotrophie spinale. Et bien, plus vite on a un budget, plus vite on peut lancer les plateformes pour la technologie, les appels d'offres pour plus vite dépister. Donc chaque jour qui passait dans ce pays sans budget de la sécurité sociale est un jour de moins
pour la santé des Français, oui. et un jour qui a coûté à peu près 30 millions d'euros. Donc dépêchons-nous, il y a 130 enfants qui naissent chaque année avec une amyotrophie spinale, sur lequel on peut mieux dépister, on peut mieux traiter, il y a la thérapie génique, et ça permet de faire moins de handicap, d'améliorer la santé de nos enfants. C'est des sujets importants. Yannick Noder, à quand les ordonnances infalsifiables ? Les ordonnances de médecins infalsifiables. Là, on y est dessus, tout comme les arrêts de travail infalsifiables, tout comme la sécurisation aussi de la carte vitale. Oui. Nous avons des applications qui sont en test dans un certain nombre de départements. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez digitalisé votre carte vitale. Il y a une application qui fait ça. On le fait pour nos cartes bancaires. Exactement. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi. Quand est-ce que ce sera généralisé et imposé ? Là, dans ce PLFSS-là, on a mis des moyens pour pouvoir faire en sorte que la carte vitale soit digitale. Sera effectif quand ? Là, dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, on a déjà une vingtaine de départements qui sont dessus, 23 je crois exactement, et j'espère qu'à la fin de l'année, tous les Françaises et les Français, hormis la fracture numérique, parce qu'un certain nombre tout le monde n'a pas de smartphone, et tout le monde n'est pas à un usage aisé du numérique. Mais arrêtons aussi de créer des trucs très compliqués. Il y a des outils du numérique, tout le monde le pratique déjà pour sa carte bancaire, donc arrêt de travail infalsifiable, ordonnance infalsifiable, carte vitale numérisée, nous avons 13,5 milliards de fraude au système social. Donc nous avons des marges, et chaque euro qui est utilisé qui est mal utilisé et qui est fraudé est un euro de moins pour la santé des Français, et ça je me battrai sans relâche avec notamment Bercy sur ce sujet. Je voulais terminer avec l'affaire Le Squarneck. Qui est une affaire terrible. Le procès de ce chirurgien ouvrira lundi prochain. Je vous dis ça parce que beaucoup disent qu'il y a eu une omerta du monde médical. Il a été condamné en 2005 pour détention d'images pédopornographiques. Personne n'a réagi. Aucune autorité préfectorale ou autre, aucune autorité nationale, aucune autorité médicale, même pas le Conseil de l'Ordre. Il n'a jamais été interdit d'exercer. Est-ce qu'il n'y a pas là un manquement absolument insupportable ? Mais M. Bourdin, on parle cette situation, vous l'avez dit vous-même, est intolérable, inadmissible. Moi, je suis ministre de la Santé depuis une cinquantaine de jours. Je ne vais pas commenter une opération judiciaire en cours. Il peut y avoir une enquête ouverte mais naturellement que c'est bien à ce titre-là que j'ai relancé les campagnes. J'ai dit que je voulais être le ministre de la Santé des Français, mais le ministre de la Santé qui protège aussi les soignants, puisque je suis persuadé que les soignants sont aussi la principale richesse de nos systèmes de santé. Donc j'ai dénoncé et j'ai relancé le plan de lutte contre les violences sexuelles et sexistes pour les professionnels, également pour les patients, pour pouvoir, effectivement, cette situation est intolérable. Donc, on prendra toutes les conséquences qu'il y a à prendre, mais ne me demandez pas, au bout de 50 jours à ce ministère, de commenter une affaire judiciaire en cours qui date d'il y a 20 ans. Non, je ne commande pas l'affaire judiciaire. Je vous demande pourquoi. Il ne doit pas avoir d'omerta sur ces sujets, je vous le confirme. Pas d'omerta sur ces sujets. Et d'ailleurs, les étudiants en médecine, par ailleurs, ou autres, se sont beaucoup saisis de cette lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et on doit aussi libérer la parole sur ces sujets. J'avais oublié l'alcool. Parce qu'on oublie souvent l'alcool. On parle beaucoup du tabac, la drogue, le cannabis. On parle un peu de l'alcool. On peut en parler, oui. Vous avez raison. Plus de 40 000 décès par an. Oui, je sais. C'est pour ça que je vous en parle. Oui. Comment protéger les jeunes des influenceurs, par exemple ? Eh bien, c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien que nous puissions travailler. Il y a une proposition de loi, d'ailleurs, d'une députée qui veut justement supprimer la publicité sur les alcools forts, notamment par les influenceurs. Je l'ai déjà dit. J'y suis favorable. J'y suis favorable. Je l'ai même co-signé quand j'étais député, donc je ne vais pas me renier en tant que ministre de la Santé. Pourquoi ? Parce que c'est l'intérêt, et qu'on sait très bien, et ça je permets de le redire, merci de me reposer cette question-là, c'est qu'on sait très bien que l'alcoolisation aiguë, notamment de notre jeunesse, est surtout faite avec des alcools forts. Donc je pense qu'il faut vraiment pouvoir trouver des moyens. Tous ces influenceurs. Alors, sur les influenceurs, sur les publicités, rappeler les méfaits, rappeler aussi la nécessité que quand on va en soirée de désigner un qui ne boira
boira pas. Enfin, il y a beaucoup de prévention à faire, mais arrêtons aussi d'opposer. Nous avons aussi une filière viticole et on peut très bien faire de la prévention sur l'alcoolisation aiguë des jeunes, qui est méfait d'accidents de la route, méfait de violence, méfait d'atteinte de la santé des jeunes, sans pour autant mettre en difficulté notre filière. C'est des vieux combats. On oppose des sujets qui n'ont pas à s'opposer. On peut être un pays où effectivement il y a une filière viticole et on peut très bien avoir un programme de lutte contre l'utilisation d'alcool fort en soirée. Ça n'a rien à voir. Merci Yannick Noder d'être venu nous voir. Patrick Roger, juste après les informations de 9h.